Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire 8 conseils pour faciliter la gestion de vos arrêts de travail. Ce webinaire sera animé par Hélène Mauduit, qui est conseillère informatique et services auprès des employeurs. De mon côté, je me présente, Tiffany Renaudin, chargée de marketing à la CPM de la Vendée. Je suis là pour accompagner Hélène et surtout vous accompagner en tant que participant dans l'utilisation de l'outil Zoom. Donc avant de commencer, de laisser la parole à Hélène, je vous présente rapidement l'outil et ses fonctionnalités. Donc, dans un premier temps, on a activé l'onglet Discussion ou Conversation pour lancer le webinaire. Mais après l'introduction, je vais le désactiver pour vous, car nous, cet onglet, on va s'en servir pour vous envoyer tous les liens utiles tout au long du webinaire. Vous, de votre côté, pour envoyer vos questions, il faudra utiliser la boîte à questions qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses. Et je serai présente en tant que modératrice pour répondre à certaines questions par écrit ou intervenir pendant le webinaire pour poser vos questions à Hélène. Mais sachez qu'il y aura un temps dédié de questions-réponses à la fin. Donc, comme je vous le disais, pour information, vous avez dû accepter un message concernant l'enregistrement du webinaire. Donc, sachez que seul le support de présentation et la vidéo des animateurs est enregistré. Et cela nous permettra de vous proposer un replay et de vous envoyer le support de présentation. Donc, tout ça vous sera envoyé par mail, soit cet après-midi, demain ou début de semaine prochaine. Avant de laisser la parole à Hélène, on vous propose un rapide sondage pour en savoir plus sur votre situation et adapter notre discours. Donc, pour cela, je vais lancer un sondage qui va apparaître sur vos écrans. L'idée, c'est d'en savoir plus sur votre situation, donc savoir si vous adressez des DSN mensuels et des signalements d'arrêt de travail en DSN. Si vous adressez des DSN mensuels et que vous faites vos attestations de salaire sur Net Entreprise. Ou enfin, dernière situation, si vous adressez des DSN mensuels et que vous adressez vos attestations de salaire en papier. Donc, on a déjà quelques réponses. Je laisse quelques instants pour les derniers participants et je laisserai ensuite Hélène commenter les résultats. Donc, quasiment tout le monde a répondu. C'est bon. Donc, je vais mettre fin au sondage et je partage les résultats. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je ne me suis pas encore présentée, même si pour certains d'entre vous, vous me connaissez peut-être déjà parce qu'il y a quelques années maintenant que j'accompagne les entreprises dans les déclarations sociales. Donc, je suis Hélène Mauduit, je suis conseillère informatique et services et mon travail au quotidien, c'est d'être à vos côtés, justement dans l'envoi de tout ce qui va être lié à vos arrêts de travail ou déclarations d'accident du travail et particulièrement depuis 2 ou 3 ans sur l'accompagnement des signalements d'arrêt en DSN. Donc, je regarde les résultats. En fait, ils sont un peu relativement proches de vos profils. J'ai regardé un petit peu les personnes qui étaient inscrites. Certains d'entre vous représentaient des collectivités territoriales. Donc, vous êtes pour certains dans encore les balbutiements par rapport à l'utilisation de la DSN. Vous êtes là aujourd'hui, je pense, pour vous informer sur comment ça va se passer pour vous quand vous allez pouvoir commencer à faire vos arrêts de travail en DSN. Donc, merci d'être là. Et puis, pour les autres, soit vous êtes des utilisateurs confirmés, réguliers, c'est peut-être les 62% d'entre vous qui envoyaient déjà des signalements d'arrêt en DSN, mais vous avez besoin d'informations complémentaires, donc on va essayer d'y répondre ce matin. Une autre donnée que je trouve très intéressante, c'est qu'aucun d'entre vous n'adresse désormais plus ses attestations de salaire sous forme papier, et c'est une bonne nouvelle. Donc, merci Tiffany pour ce sondage. Nous allons pouvoir commencer la présentation. J'arrive pas à avancer. Voilà, ça y est, pardon. Donc, le signalement d'arrêt de travail en DSN, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez pouvoir transmettre à l'assurance maladie les informations permettant de payer un arrêt de travail? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le signalement d'arrêt de travail en DSN, qui est l'équivalent de l'attestation de salaire que vous faites actuellement ou que vous faisiez auparavant sur Net Entreprise. Ce signalement d'arrêt de travail, il est émis depuis votre logiciel de paye directement. Et il doit se réaliser dès que vous recevez un arrêt de travail, quel que soit le risque et quelle que soit la durée de cet arrêt de travail. Parfois, on nous dit
un arrêt de moins de 3 jours correspond à la carence, il ne sera pas indemnisable. Alors, ce n'est pas toujours vrai. C'est en ce moment, pas vrai du tout, notamment avec le volume d'arrêts liés au Covid que l'on indemnise, puisque ces arrêts sont indemnisables sans carence. Donc, ils doivent bien faire l'objet d'un signalement d'arrêt. Et c'est également le cas pour les personnes qui sont, par exemple, en rechute d'une affection de longue durée. Cette information, vous pouvez ne pas la connaître, mais si c'est un arrêt en rapport avec une affection de longue durée, il pourra être indemnisable dès le premier jour. Donc, il est important de vous dire, j'ai un arrêt de travail, quelle que soit sa durée. De toute façon, comme l'absence doit être enregistrée dans le logiciel de paye, je fais un signalement d'arrêt à destination de l'assurance maladie. À quel moment est-ce qu'il doit se faire? Dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt, lorsque les indemnités sont à verser aux salariés. C'est-à-dire le plus tôt possible, c'est ce que vous faisiez déjà avant. Le plus tôt possible, mais pas forcément non plus dès le premier jour, le temps à l'arrêt de travail de nous parvenir, d'être enregistré dans nos bases et ensuite le paiement peut se faire. Donc on va dire dans la semaine qui suit l'arrêt, vous pouvez faire votre signalement d'arrêt de travail. Ou bien, au même moment que l'envoi de la prochaine DSN mensuelle, si vous pratiquez la subrogation. L'idée est de se dire il n'y a pas d'impact financier direct pour le salarié si vous lui maintenez son salaire et que c'est vous qui percevez les indemnités. Donc, vous pouvez vous dispenser de faire le signalement dans les 5 jours. Vous pouvez le faire aussitôt si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation d'attendre la DSN mensuelle suivante. Mais disons que vous avez un petit peu plus de souplesse dans l'envoi et vous pouvez attendre le début du mois suivant. Donc, le signalement d'arrêt de travail, comme je vous le disais, remplace l'attestation de salaire et c'est lui qui déclenchera le paiement des indemnités journalières si, bien sûr, on a bien reçu l'arrêt de travail du salarié. L'attestation de salaire en DSN, comment est-ce qu'elle se reconstitue, on va dire, comment est-ce qu'elle se présente dans les bases de l'assurance maladie? L'attestation de salaire en DSN, c'est la conjonction de différents éléments. Dans un premier temps, ce sont tous les éléments que vous transmettez en DSN mensuel chaque mois, c'est-à-dire les éléments liés à la rémunération, les heures réellement travaillées, les salaires établis, tout ce qui va être lié également à la situation personnelle du salarié, la notion de contrat de travail, le passage du CDD en CDI, le changement de nom en cas de mariage, ces choses-là, ce sont des éléments que vous transmettez en DSN mensuel et qu'il est important de bien consolider pour que les données soient correctes. Parce que déjà, il est important que dans la mensuelle, ces données soient bien remontées, mais il y a un double objectif, c'est que potentiellement, s'il y a un arrêt de travail dans les mois qui suivent, si ces éléments-là n'ont pas été bien renseignés et remontés dans les DSN mensuels, il pourrait y avoir une anomalie, voire un blocage dans votre signalement d'arrêt. Donc ça, ce sont les éléments liés à la DSN mensuelle que vous transmettez donc tous les mois. Et l'attestation de salaire, pour qu'elle se reconstitue, il faut qu'elle soit liée à un signalement d'arrêt de travail qui, lui, intervient lorsqu'il y a un arrêt, dans lequel vous indiquez le motif de l'arrêt, c'est-à-dire le risque, la maladie, la maternité, la paternité, l'accident du travail, le dernier jour de travail, on y reviendra tout à l'heure, la date de fin prévisionnelle de l'arrêt et les dates de subrogation si vous pratiquez la subrogation. Et si toutes ces données-là sont correctes, ça reconstituera une attestation de salaire correcte qui permettra à l'assurance maladie de pratiquer le paiement des indemnités qui sont dues aux salariés. En revanche, si l'un ou l'autre des événements ou des éléments a une anomalie, eh bien, ça ne pourra pas reconstituer une attestation de salaire correcte. Donc, si l'anomalie, elle provient des DSN mensuels, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur les rémunérations, c'est un des exemples, et que donc ces données sont en échec, ça vous le voyez dans le bilan de traitement, vous faites une attestation de salaire rectificative, soit sur Net Entreprise, et dans ce cas-là, vous faites votre attestation de salaire sur Net Entreprise pour que l'on puisse procéder au paiement rapidement. Mais vous n'oubliez surtout pas aussi de faire les actions correctives dans votre fichier pour que les prochaines DSN mensuelles aient bien les bons éléments pour de futurs arrêts. Soit vous transmettez DSN mensuelle dite annuler en place avec les éléments que vous aurez corrigés et vous faites de nouveau un signalement, annuler en place lui aussi, mais avec un code dit 99. Je vous explique ça brièvement ce matin dans la vue d'après, que je ne vais pas détailler parce que c'est un tableau qui est un petit peu
difficile à lire pendant un webinaire, mais vous l'aurez dans le support qui vous sera transmis. Il y a des éléments un petit peu plus complets. Mais là, sur cette vue, vous avez le récapitulatif en fait. Si l'anomalie vient des données des DSN mensuels, vous faites une rectificative. Si en revanche l'anomalie vient du signalement lui-même, vous vous êtes trompé de date de dernier jour de travail parce que vous avez une info qui vous a été donnée qui était erronée, ou vous vous êtes trompé dans les dates de subrogation par exemple, à ce moment-là, vous faites directement un signalement annulaire en place dans votre DSN. Et en fonction du moment où vous ferez ce nouveau signalement, il faudrait y intégrer un code dit 99 qui permettra de prendre en compte les nouvelles données. Mais ça, c'est détaillé dans la vue suivante et c'est détaillé également dans le cahier technique DSN que Tiffany vous mettra en lien à un moment ou un autre de la matinée dans le fil de discussion. Donc voilà le tableau dont je vous parlais. Je ne reviens pas dessus. Il est à lire de manière verticale, c'est-à-dire les éléments de gauche de haut en bas, puis les éléments de droite de haut en bas également. Donc vous l'aurez dans le support qui vous sera transmis. Donc, quand faire le signalement, je vous l'ai dit, dès qu'il y a un arrêt, quelle que soit sa durée, vous faites un signalement d'arrêt de travail. Dès qu'il y a un arrêt, ça génère une attestation de salaire. En revanche, si vous avez une prolongation d'arrêt, c'est ce qu'on appelle une prolongation, c'est vraiment prolongation cochée par le médecin. Si il y a un nouvel arrêt de travail coché, mais coché initial parce que c'est une nouvelle pathologie ou que c'est un autre médecin qui prend le relais et que le patient ne lui a peut-être pas dit qu'il était déjà en arrêt avant, ça peut arriver parfois. À ce moment-là, ce sera bien à considérer comme étant un nouvel arrêt. Donc, vous nous referez un signalement. Mais si c'est bien une prolongation au sens où c'est la même pathologie et il n'y a pas d'interruption entre les différents arrêts, vous ne faites pas de nouveau signalement. En revanche, vous faites un nouveau signalement s'il y a un changement de risque. J'ai en exemple la situation de la future maman qui va, au long de sa grossesse, parfois devoir s'arrêter parce qu'elle est très fatiguée ou qu'elle a voilà, des difficultés. Dans ce cas-là, le médecin peut être amené à cocher que l'arrêt est en rapport avec la grossesse. Dans ce cas-là, cet arrêt-là sera considéré comme étant le congé pathologique ou au moins une partie du congé pathologique. Donc, vous ferez bien une attestation de salaire maternité. Donc, s'il y a alternance d'arrêt maladie pathologique, maladie, puis repos prénatal, par exemple, eh bien, à chaque changement de risque, il faudra bien penser à faire un nouveau signalement d'arrêt de travail, mais c'était déjà le cas lorsque vous le faisiez sur Net Entreprise. Petit focus, c'est le point 2 de notre échange de ce matin sur le dernier jour de travail. À retenir depuis la mise en place de la DSN, la règle s'est simplifiée sur le dernier jour de travail. La règle générale, c'est de se dire le dernier jour de travail est la veille de la prescription de l'arrêt, quels que soient les jours travaillés par le salarié. La seule exception, c'est lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt après sa journée de travail. C'est-à-dire qu'il a travaillé ce jour-là, il ne se sentait pas très bien, il a vu son médecin en fin de journée. Il faudra bien penser à indiquer en dernier jour de travail le jour auquel l'arrêt a été prescrit. Je vous ai fait quelques petits schémas pour qu'on synthétise tout ça. Donc, le cas général, c'est ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire un arrêt prescrit à compter du vendredi, le 23 d'un mois quelconque. L'arrêt sur les schémas, ce sont les parties orange, pour ceux qui ne verraient pas très bien, et puis les jours travaillés, ce sont les parties bleues. Donc là, dans le cas numéro 1, nous avons un arrêt prescrit à compter du vendredi 23. Le salarié a travaillé jusqu'au jeudi 22, le dernier jour de travail, et donc bien le jeudi 22, pas de difficulté sur cette situation-là. Le cas numéro 2, c'est un arrêt à compter du lundi 26. Le salarié travaille du lundi au vendredi. Donc, le dernier jour de travail dit réel serait le vendredi 23. Mais là, vous allez bien indiquer en dernier jour de travail, la veille de l'arrêt. Donc, le dimanche, même si le salarié ne travaille jamais le dimanche. Pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, c'est un petit peu perturbant au début, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un faux, c'est la règle que l'on vous demande d'appliquer.
Pour le cas numéro 3, l'arrêt intervient à compter du dimanche. C'est un petit peu plus rare, ce sont plutôt des situations d'urgence, des hospitalisations ou un assuré qui a dû voir un médecin de garde, par exemple. Donc l'arrêt intervient à compter du dimanche. Eh bien, le dernier jour de travail sera le samedi, qu'il ait été travaillé ou non. Et le cas numéro 4, nous voyons la situation de l'arrêt de travail qui intervient pendant des congés payés. Je sais que ça pose parfois question, cet arrêt qui intervient pendant des congés payés. Donc, l'objet de ce matin, il n'est pas du tout de vous dire comment organiser la prise de congé ou non, ou comment considérer l'arrêt de travail, si ça interrompt ou non les congés. Ça, ce n'est pas du ressort de l'assurance maladie de vous accompagner sur ça. En revanche, ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'un arrêt de travail qui intervient pendant des congés est indemnisable quand même dès le premier jour. Même si les congés continuent à courir, dans ce cas-là, ce sera cumulable, congés payés et indemnité journalière, mais l'arrêt est indemnisable dès le premier jour, avec application bien sûr des jours de carence, évidemment. Mais, donc, dans le schéma que nous avons ici, l'arrêt est prescrit à compter du jeudi 12. La personne est en congé depuis le mardi 3. Donc, même si le dernier jour de présence en entreprise était le 2, eh bien, le dernier jour de travail indiqué dans votre signalement d'arrêt sera la veille de l'arrêt prescrit, donc le 11. Et la dernière situation, on va dire, non, l'avant-dernière, parce qu'on va aussi parler du cas de l'accident du travail et trajet, nous avons la situation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le salarié qui travaille jusqu'au jeudi 22 et qui, alors, journée travaillée intégralement ou non d'ailleurs, hein, ça peut être seulement quelques heures. Dans ce cas, si l'arrêt est prescrit également le 22, ce sera ce dernier jour de travail qui sera indiqué que la journée ait été travaillée intégralement ou pas. Et leur dernière situation concerne donc l'accident de travail ou trajet. Par définition, s'il y a un accident de travail, c'est que le salarié a travaillé. C'est un petit peu différent sur le trajet parce qu'il peut y avoir un accident de trajet sur le chemin entre le domicile et le travail le matin avant même le début de la journée de travail. Donc, dans l'exemple que l'on a ici, nous avons un accident de travail ou de trajet le 12 juin, avec un arrêt de travail immédiatement consécutif, hein, dès le 12 juin. Donc, le dernier jour de travail indiqué sera bien le 12. C'est évident sur un accident de travail, ça l'est moins sur un accident de trajet parce qu'effectivement, la journée n'est pas vraiment commencé au sens où il n'a pas commencé son activité, mais à partir du moment où il y a un accident de trajet, cette journée sera due par l'employeur. Donc, c'est bien le dernier jour de travail à indiquer, le 12, le jour de l'accident. Et dans la situation du dessous, nous avons affaire à un salarié qui a un accident de travail le 12 juin, mais pour lequel l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif. C'est-à-dire que les lésions semblaient bénignes, il peut travailler, mais au bout de 2 jours, ça s'aggrave un peu, ça ne se passe pas très bien, il est dans l'obligation de s'arrêter. Dans ce cas-là, le dernier jour de travail indiqué sera la veille de l'arrêt. En l'occurrence ici, un accident le 12, un arrêt à compter du 14, eh bien le dernier jour de travail indiqué sera le 13. J'espère que toutes ces situations sont claires. Normalement, ça ne devrait pas trop vous poser de problème, mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire ce rappel. De toute façon, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet réponse et on y reviendra tout à l'heure. Troisième petit point concerne la fin de l'arrêt de travail, c'est-à-dire la reprise de travail. Il existe pour l'assurance maladie 2 types de reprise de travail, à la fin de l'arrêt prescrit ou bien avant la fin de l'arrêt, c'est-à-dire une reprise dite anticipée. Lorsque votre salarié va reprendre son travail à l'issue d'un arrêt tel que l'arrêt a été prescrit, c'est-à-dire un arrêt prescrit jusqu'au mercredi, il revient travailler le jeudi, vous n'avez pas nécessité d'informer l'assurance maladie. C'est-à-dire que vous ne faites pas d'attestation de reprise, vous ne faites pas de signalement de reprise. En revanche, il est important de clôturer l'arrêt dans votre logiciel de paye, de mettre une date de reprise dans votre logiciel sans faire de signalement, parce que cette reprise va permettre de clore l'événement arrêt et va ainsi éviter que ne se génère automatiquement à 6 mois
l'attestation d'ouverture de droit pour les arrêts de plus de 6 mois. Ce n'est pas des arrêts très courants, tant mieux, hein, les arrêts en général sont plus courts que cela, mais vous avez dû déjà être confronté à des arrêts qui atteignent 6 mois et pour lesquels on vous demandait. Alors, on vous demande encore quand vous n'êtes pas encore entré dans le dispositif DSN, mais sinon, si vous êtes dans le dispositif DSN, on n'a plus besoin de vous le demander parce que votre logiciel génère tout seul cette attestation qui va nous permettre de calculer le droit pour l'indemnisation au-delà de 6 mois. On est bien dans le cas d'un arrêt maladie. Eh bien, si vous ne clôturez pas votre arrêt de 15 jours, par exemple, eh bien, 6 mois plus tard, on recevra une attestation. C'est dommage parce que c'est inutile. Ça nous oblige à l'étudier alors que finalement, elle n'avait pas lieu d'être générée. Donc ça, c'est la reprise normale à la fin de l'arrêt. Vous ne faites pas de signalement. En revanche, si votre salarié reprend son travail par anticipation, il est vraiment important que vous en soyez informé tout de suite pour que vous réalisiez dès le jour de son retour une de reprise anticipée ou un signalement de reprise anticipée directement depuis votre logiciel de paye. C'est pas très courant. Ça s'est un petit peu plus généralisé, je sais exagérer, mais en tout cas, vous avez pu être confronté à cette situation récemment, notamment avec les arrêts Covid. Ce n'est pas l'objet de l'échange de ce matin, les arrêts Covid, mais vous savez que selon le schéma vaccinal de votre salarié, l'arrêt pouvait être de 7 jours réduit à 5 ou 10 jours réduits à 7. Avec des conditions médicales qu'on n'évoquera pas ce matin, mais si effectivement votre salarié a la possibilité de reprendre avant la fin de l'isolement qui avait été prescrit, il est vraiment très très important de faire ce signalement de reprise anticipée dès le jour de la reprise, afin que l'on ne paye pas des indemnités journalières à tort et qu'on soit obligé de faire ensuite un indu. Voilà, nous passons sur le point 4 à des éléments qui ne sont pas directement liés au signalement lui-même, mais qui sont plutôt liés à la qualité de l'enregistrement des données dans vos DSN mensuels, données liées à la rémunération notamment. Ce point, il est important parce qu'il concerne le rétablissement des salaires pendant la période de référence qui est utilisée pour calculer l'indemnité journalière, le salarié a été en absence dite autorisée. Alors, ça va être le cas des embauches récentes, des arrêts maladie, du chômage total ou partiel. Alors, nouveauté DSN récente, le motif activité partielle est désormais possible et sera bien remonté dans vos signalements d'arrêt de travail pour les attestations de salaire pour lesquelles il y a eu du chômage partiel dans les mois de référence. Et vous avez également tout ce qui va être congé de naissance, par exemple. Enfin, vous avez un certain nombre d'absences dites autorisées qui sont également à disposition de vos éditeurs de logiciels pour un bon paramétrage de vos DSN. Donc, il est important que ces éléments-là de rémunération qui correspondent au bloc 51 pour ceux qui sont allés un petit peu plus loin dans l'étude des blocs, c'est le bloc 51 qui permet de bien renseigner les absences et donc de bien rétablir les salaires en cas d'arrêt. Et l'autre point lié à la nécessité de bien renseigner les éléments de rémunération, c'est le point lié aux primes ou accessoires de salaire. Ce sera utile particulièrement pour les arrêts de travail en accident du travail ou maladie professionnelle, pour lequel, si vous vous replacez dans la situation où vous êtes en train de saisir une attestation sur Net Entreprise, on vous demande le mois de référence qui précède le dernier jour de travail, mais également d'indiquer tout ce qui serait prime ou accessoire de salaire qui aurait été versé dans une période donnée avant cet arrêt et qui prime ou accessoire qui a une périodicité en fait différente du salaire en lui-même. Donc c'est important chaque mois de bien renseigner ces éléments-là, puisque ça aura une incidence lorsque vous ferez un signalement d'arrêt de travail en accident du travail ou maladie professionnelle. Il m'arrive de travailler avec les entreprises qui ont identifié des petites difficultés sur ce point-là. N'hésitez pas, on vous remettra dans le fil de discussion le lien vers le formulaire de contact. N'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on puisse, avec vous, essayer de comprendre pourquoi parfois ça ne passe pas bien, ces éléments-là de prime.
n'hésitez pas à faire appel à nos services pour un rendez-vous ou un point téléphonique. Donc ça, tout ce qui est lié aux primes et accessoires de salaire, ça concerne le bloc 52 de vos DSN mensuels. Très, très important pour un bon signalement d'arrêt en accident du travail ou maladie professionnelle. Le point 6, il concerne la subrogation. Donc là, on revient dans le signalement d'arrêt lui-même parce que c'est au moment où vous faites le signalement que vous indiquerez s'il y a subrogation ou non et pour quelle période. Donc, petit rappel que l'on fait depuis de nombreuses années maintenant, mais qui n'est pas inutile, ne vous limitez surtout jamais à l'arrêt prescrit. Interrogez-vous au moment du début de l'arrêt sur les règles qui sont en vigueur dans votre collectivité ou dans votre établissement ou dans votre entreprise, en vous disant, quelle que soit la durée de l'arrêt, si on a des prolongations pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quelle va être la période maximum pendant laquelle nous, employeurs, nous demandons à percevoir les indemnités journalières. Et c'est cette date-là que vous indiquerez en date de fin de subrogation. Il n'y a pas de risque de payer au-delà, puisque de toute façon, le jour où nous ne recevons plus, nous, assurance maladie, de prescription d'arrêt de travail, l'indemnisation s'arrête également, quelle que soit la date que vous aurez mise en fin. Donc, il faut cocher la subrogation, indiquer la date de début, la date de fin et vérifier les coordonnées bancaires mentionnées. J'en profite pour vous dire, attention, à un SIRET correspond forcément pour les indemnités journalières. Je ne sais pas quelles sont vos pratiques sur les autres déclarations sociales, mais il n'est pas possible de nous transmettre des coordonnées bancaires différentes à chaque attestation selon le statut du salarié ou je sais que ça arrive parfois qu'il y ait des comptes bancaires différents. Eh bien, ce n'est pas possible chez nous, donc il faudra décider d'un compte définitif, entre guillemets, à transmettre. Je vous parlerai à la fin d'une petite évolution qui est arrivée là, début d'année 2022, sur la transmission des coordonnées bancaires, notamment sur Net Entreprise, qui est devenue obligatoire. D'où l'intérêt, encore plus que jamais, de faire vos signalements plutôt en DSN, puisque ces coordonnées, si elles sont bien enregistrées une fois pour toutes dans votre logiciel, elles nous seront transmises automatiquement. Dernier petit point, on va dire, de conseil, ça va être l'accompagnement sur l'envoi des pièces jointes. Contrairement à Net Entreprise, mais jusqu'à peu, parce que ça a aussi changé de ce côté-là, l'envoi des pièces jointes n'est pas possible en DSN. Il était possible sur Net Entreprise il y a encore peu de temps, mais depuis mi-janvier à peu près, vous aurez peut-être constaté qu'on ne peut plus non plus envoyer de pièces jointes lorsque l'on fait une attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc la procédure va être la même, quel que soit le canal d'envoi de l'attestation. Donc, vous pouvez être amené à avoir besoin de nous adresser des pièces jointes. Ça va être tout ce qui est justificatif lié à l'accueil d'un enfant, l'acte de naissance et les différents tableaux de fractionnement pour les 3 périodes, ou 3 ou 4, enfin, pour les différentes périodes de congé paternité depuis la réforme du 1er juillet dernier. Donc, en cas de naissance, pour un congé paternité, l'acte de naissance pour le premier envoi, ensuite il sera enregistré dans nos bases, il n'y aura plus besoin. Puis à chaque nouvelle période de congé paternité posée, nouvelle attestation de salaire ou nouveau signalement en DSN, c'est encore mieux, avec transmission grâce à une boîte mail dédiée. Je vais vous montrer, vue suivante, comment ça se passe, du tableau de fractionnement. Nous vous invitons également à nous transmettre les bulletins d'hospitalisation quand vous les recevez, parce que autant nous vous disons, n'adressez pas les avis d'arrêt de travail, le salarié nous les envoie, de le faire, ou à son médecin en télétransmission, autant les bulletins d'hospitalisation, on se rend compte régulièrement qu'ils ne sont pas forcément adressés, soit parce que la personne justement est hospitalisée et n'a pas de famille qui peut s'en occuper, soit parce qu'elle n'y pense pas. Donc, surtout si vous avez un bulletin d'hospitalisation, n'hésitez pas à nous le transmettre pour que l'on puisse le prendre en compte, puisque c'est un arrêt de travail également. Et puis, cas plus rares, mais qui peuvent arriver, c'est l'attestation de présence à la cure thermale. Certains salariés qui se voient prescrire une cure thermale peuvent bénéficier d'une prise en charge de leur rémunération, c'est-à-dire un versement d'indemnité journalière. Ça ne se fait pas au moyen d'un arrêt de travail, surtout pas, mais c'est l'attestation de présence à la cure qui va nous permettre de payer. Donc, si vous avez, l'attestation de présence, vous ferez l'attestation de salaire en conséquence. Voilà pour la liste des pièces qui peuvent être envoyées. Et nous allons voir maintenant comment nous les adresser. Donc, nous avons créé, alors c'est une boîte
dont la forme est commune à toutes les caisses de France, une boîte mail dédiée à l'envoi des pièces jointes qui s'appelle DSN-PJ. DSN comme déclaration sociale nominative, PJ comme pièce jointe, tout attaché. Et derrière, vous avez CPAM, le trait d'union et le nom du département. Ce sera la même chose pour tous les départements. Mais dans le support, vous verrez que en bas de cette vue, il y a un lien vers la liste des mails des autres CPAM de France. Ça peut être pratique de s'y référer. Donc, sur cette vue, vous avez une information sur comment typer vos documents, quel format leur donner, comment les nommer et à quelle boîte mail les envoyer. Elles seront ensuite enregistrées pour être traitées en même temps que votre attestation de salaire. Alors, si jamais il arrive, normalement c'est maintenant assez fluide, mais s'il arrive que vous ayez un compte rendu vous demandant de transmettre, on va prendre l'exemple du tableau de fractionnement pour les congés paternité, alors que vous l'avez bien envoyé sur la boîte DSN-PJ, n'en tenez pas compte, c'est que l'enregistrement de la pièce jointe a été légèrement décalé par rapport au traitement de l'attestation de salaire. Mais nous faisons en sorte d'être à jour sur le traitement également de vos pièces jointes pour que cela n'arrive pas. Dernier point dont je voulais parler avec vous ce matin, c'est l'importance que revêt on va dire le suivi de vos envois grâce au tableau de bord et grâce au bordereau de paiement d'indemnité journalière lorsque vous pratiquez la subrogation. Parce que votre signalement, certes, vous faites un dépôt ou un signalement direct de votre logiciel vers nos caisses, mais ça ne suffit pas on va dire, ça ne garantit pas que vous avez terminé vos obligations. Excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots sur ce terme-là, mais vous avez vraiment l'obligation, certes, d'envoyer, mais de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, ce qu'on appelle en bloc 1, qu'il n'y a pas quelque chose de bloquant qui fait que votre attestation, votre signalement ne sera... Certes, il sera parti de votre logiciel, mais il n'arrivera jamais dans les bases de l'assurance maladie. Et de 2, surveiller également les différents comptes rendus, dont le dernier compte rendu, qui est le compte rendu métier, c'est le compte rendu que vous adressent mes collègues qui traitent les attestations de salaire, vous disant globalement tout s'est bien passé, c'est payé, ou alors il y a ci ou ça qui nécessite une information complémentaire, voire des pièces complémentaires de votre part. C'est important de bien suivre ces éléments-là dans votre tableau de bord. Donc, le tableau de bord, à quoi il sert? Il sert à consulter les informations liées aux déclarants. Pensez bien à mettre à jour, que ce soit sur Net Entreprise ou que ce soit dans vos logiciels de paye, les coordonnées des personnes qui déclarent. Notamment quand il y a du changement de personnel chez vous, faites bien le nécessaire, à la fois sur Net Entreprise, mais également dans votre paramétrage DSN pour que les coordonnées du déclarant soient les bonnes. Il permet donc de déposer vos DSN mensuels et vos signalements, de vérifier le statut d'avancement que je vous expliquais tout à l'heure, le dépôt, mais également les différents comptes rendus, et consulter donc les retours d'informations, certificat de conformité, bilan d'anomalie, compte rendu métier, c'est ce que l'on vient de voir. Le tableau de bord, s'il est sur Net Entreprise, il se présente de cette manière, donc avec les différentes étapes pour lesquelles vous devez aller vérifier. Globalement, si vous passez en vert, c'est plutôt bon signe. Si vous êtes en rouge, il y a certainement un petit problème sur la déclaration. Donc, c'est ici que vous le consulterez si votre tableau de bord est accessible depuis Net Entreprise. Pour un grand nombre d'entre vous maintenant, le tableau de bord il est accessible directement dans le logiciel de paye. Donc, il se présente peut-être de manière différente, mais les informations que l'on y trouve sont vraiment les mêmes. Puis, l'accès au bordereau de paiement d'indemnité journalière, c'est vraiment la vérification ultime que tout s'est bien passé, puisque vous allez y trouver le relevé des indemnités journalières qui sont versées à votre entreprise. Donc, pour y accéder, l'accès, c'est par l'attestation de salaire. Je pense que c'est connu de tous maintenant, mais il faut être adhérent à l'attestation de salaire sur Net Entreprise pour pouvoir accéder au bordereau de paiement. Voilà, une vue pour l'accès au bordereau de paiement. Je vous le repréciserai tout à l'heure, mais le bordereau de paiement, la consultation a changé. Il est devenu un petit peu plus contraignant. Alors oui, j'ose le mot contraignant parce que vous allez devoir
spécifier une date de début et une date de fin de période et en cas de multi-SIRET, préciser le SIRET sur lequel vous souhaitez consulter. Ça peut paraître au premier abord comme ça, comme étant un retour arrière. En fait, c'est parce que ça prépare un nouveau service. En fait, vos éditeurs de logiciels en ont été informés. N'hésitez pas à revenir vers eux. Pour les employeurs qui adressent leur signalement d'arrêt de travail vers la DSN, le retour de paiement peut être injecté directement dans le logiciel sans avoir à aller consulter BPIJ, les bordereaux sur Net Entreprise. C'est un nouveau service qui ne va être effectivement qu'en retour en fait, de signalement d'arrêt de travail DSN. Donc, seuls les arrêts transmis en DSN pourront être injectés en termes de retour de paiement, mais ça nécessite aussi, c'est on va dire le revers de cette jolie médaille, quand on consulte, pour l'instant, on soit plus précis sur les données cherchées en termes de SIRET et de période. Voilà sur les éléments que je souhaitais vous présenter ce matin sur l'arrêt de travail en DSN. L'objectif, il est bien de vous faire comprendre que non seulement c'est désormais une obligation, mais c'est une obligation depuis 2017. Donc, l'assurance maladie est plus dans un objectif d'accompagnement que d'obligation pour l'instant. Je ne sais pas quel sera le discours de la Caisse nationale d'assurance maladie dans les mois qui viennent. Donc, vraiment, n'attendez pas d'être au pied du mur, on va dire. Entrez vraiment dans le dispositif maintenant. Pour les collectivités territoriales, c'est un petit peu différent. Vous entrez tout juste. Donc, prenez le temps de bien consolider vos DSN mensuels et nous serons là pour vous accompagner sur les signalements d'arrêt de travail. Un des moyens, on va dire, qui a été trouvé, je vais être transparente avec vous, c'est de rendre la saisie sur Net Entreprise finalement pas forcément plus compliquée, mais peut-être un petit peu plus contraignante pour que vous finissiez par vous dire si la DSN, ça va quand même être plus simple pour moi. Donc, une des nouveautés 2022, c'est l'obligation de saisir votre IBAN lorsque vous saisissez sur Net Entreprise. Là, on ne parle pas de la DSN, bien sûr, sur Net Entreprise à chaque subrogation. Donc, attention au risque d'erreur. Donc, voilà, si vous le faites en DSN, ça n'arrivera pas. Et puis, plus de possibilité d'envoi des pièces jointes. Et une autre nouveauté, là, elle concerne la DSN en revanche, c'est vraiment une avancée. Ça concerne particulièrement, on va dire, les maladies professionnelles. Vous savez que le délai d'instruction d'une maladie professionnelle est long. Donc, on prône depuis quelques années auprès de vous l'envoi, certes, du signalement d'arrêt de travail maladie professionnelle, mais l'envoi parallèlement d'une attestation de salaire en maladie, on va dire ordinaire, pour que puissent être payées des indemnités journalières dites provisionnelles, risque maladie, pour ne pas laisser ni l'entreprise, si c'est subrogé, ni le salarié, quand il n'y a pas de subrogation, sans revenu du tout pendant le temps de l'instruction. Et en fait, au moment de la prise en charge, il y a une régularisation avec un versement d'indemnités journalières complémentaires. On fait un rappel par rapport à ce qui est dû au risque maladie professionnelle. Et bien maintenant, alors c'est transparent pour vous, vous ne le savez pas. Si vous faites un signalement d'arrêt de travail, un accident de travail ou en maladie professionnelle, il n'est plus utile de nous envoyer parallèlement une attestation de salaire maladie sur Net Entreprise, puisque c'est votre logiciel, votre outil DSN qui va nous envoyer d'emblée les deux attestations. Donc, si nécessité de faire un paiement provisionnel, on a déjà ce qu'il faut. Il n'est pas utile que vous nous envoyiez l'attestation en maladie sur Net Entreprise. Donc, voilà quelques nouveautés. Et une dernière qui peut vous avoir interrogé ces dernières semaines si vous avez été confronté à la situation. Toujours parce que je vais vous expliquer l'objectif, c'est la DSN qui maintenant fait ce travail-là. Auparavant, on vous demandait, lorsque vous aviez une embauche qui était intervenue pendant la période de référence, de rétablir tous les mois, les 3 mois nécessaires. Je prends 3 mois, c'est le cas standard en maladie, mais ça peut être 12 mois. Donc, de rétablir les salaires avec un motif qui s'appelle nouvelle embauche, en indiquant quel aurait été le salaire du salarié s'il avait travaillé normalement chez vous sur cette période. Eh bien, vous n'avez plus à le faire. D'ailleurs, sur Net Entreprise, vous n'avez plus la main, c'est grisé. Donc, n'insistez pas, c'est normal, on va dire. Vous ne rétablissez au motif nouvelle embauche que le mois de l'embauche en lui-même. Pour les autres mois,
c'est, on va dire, le système DSN national qui va aller rechercher au moyen du numéro de sécurité sociale quelles sont les éventuelles rémunérations que le salarié aurait perçues chez un employeur précédent. Donc, et dans ce cas-là, on paiera l'indemnité journalière avec ce montant-là. Donc, plus de rétablissement. Et là encore, en DSN, vous n'avez pas à vous poser la question, vous faites votre signalement et le système le fera tout seul, donc correctement. Voilà pour les nouveautés de 2022. Donc, je pense que nous avons quelques questions. Je vais redonner la parole à Tiffany pour que l'on puisse en échanger. Oui, tout à fait. On a reçu une question. Donc n'hésitez pas à la rédiger dans l'onglet questions et réponses. Donc, on a une question. Auriez-vous un document de synthèse sur les règles de calcul des indemnités journalières en cas notamment d'absence dans les 3 mois précédant l'arrêt maladie ou en cas d'embauche au cours de ces 3 mois? Donc, avec une précision sur le décret du 12 avril 2021. Alors, je vais rechercher. On note la question. Tiffany, je te laisse la mettre de côté. Okay. Je vais rechercher. Le principe du calcul de l'indemnité journalière, que ce soit avec les salaires réels ou avec les salaires dits rétablis en cas de nouvelle embauche, mais là, ce que je viens de vous expliquer, notamment par rapport justement au calcul ou à la recherche par la DSN du calcul réel avec la rémunération réelle, c'est de se dire quel serait le montant perçu pour le rétabli et donc quelle serait l'indemnité journalière ou quelle est l'indemnité journalière qui est due d'ailleurs. Le rétablissement, il sert vraiment à calculer l'indemnité journalière. Il ne servira jamais à ouvrir des droits. Sur l'ouverture de droits, si le salarié n'était pas chez vous, vous mettez bien le nombre d'heures réalisées de votre entreprise. C'est nous qui allons aller rechercher les droits sur des activités antérieures. Mais le salaire rétabli, il sert vraiment à calculer l'indemnité journalière à verser. Mais je vais rechercher notamment par rapport à la référence au décret dont vous parlez dans votre question. Et dans le mail qui vous sera adressé, on ajoutera une petite phrase qui l'indique. Vous la recevrez tous, mais je pense que ça peut potentiellement tous vous intéresser. Ou alors non, je mettrai plutôt une vue supplémentaire dans le PowerPoint. Ce sera plus simple. Je rajouterai une vue avec la réponse à cette question. Elle sera à la fin du support de présentation. On l'a mis de côté. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, sinon on clôturera ce webinaire. En attendant, pour vous laisser le temps de la rédiger, on voulait vous faire découvrir mon portail employeur, qui est un portail développé par la Caisse de la Vendée. Donc, le replay de ce webinaire sera mis à disposition. Hélène a évoqué d'ailleurs le webinaire sur le Covid. Donc, le replay est disponible déjà sur ce portail. Hélène, si tu veux en dire plus sur les fonctionnalités. Du portail. Ouais. L'objectif du portail, il a été à l'origine, en fait, c'est qu'on a identifié de la part de vous, les employeurs, un besoin de centraliser un petit peu les démarches parce qu'effectivement, entre les sites d'information, les sites déclaratifs comme Net Entreprise, la DSN, comment on demande un contrôle, quel contact, enfin, il y avait beaucoup de choses, notamment par rapport à la gestion des risques professionnels. Vous avez également l'outil Lucie qui vous permet d'accéder au courrier, questionnaire en ligne risque professionnel pour répondre aux questionnaires. Donc, on a bien conscience que ça fait beaucoup de choses à mémoriser. Donc, on a créé ce portail afin de vous permettre de centraliser. Ce n'est pas un nouvel outil, c'est plutôt juste un accès à ce qui existe déjà, mais un accès en un seul endroit, en un seul clic. On va dire tous les sites sont centralisés avec 2 possibilités de visualiser ce portail, d'accéder au portail, enfin pas d'accéder, mais de visualiser plutôt ce qui est, soit par une visualisation par plateforme. On vous dit tout ce qu'on trouve sur notre entreprise et on vous dit ce que l'on trouve sur Lucie, sur QRP. Ou alors, l'autre façon, il suffit de cliquer sur le petit bouton « Changer ». Ça vous présente les différentes démarches, justement, selon les événements. J'ai un arrêt de travail, voilà ce que j'ai à faire avec les différents sites qui s'y réfèrent. Ou j'ai un accident de travail ou une maladie professionnelle dans mon entreprise. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé.
tant mieux, mais pour autant, j'ai des obligations et voilà les différentes démarches et sites auxquels je dois me connecter. Donc, c'était vraiment l'intérêt, on va dire la demande première, mais on l'a également enrichi effectivement d'un nouvel espace, enfin d'un espace qui s'appelle l'espace webinaire, parce que le webinaire, pour vous, peut-être pas, mais pour nous, Assurance Maladie, c'était un outil peu utilisé avant le Covid, mais comme on dit, ça, c'était avant. Beaucoup de choses ont changé avec cette offre qui, il faut le reconnaître, est plutôt intéressante. Donc, on a un espace webinaire dans lequel vous pouvez vous inscrire, mais également accéder au replay des webinaires passés. Et nous souhaitons travailler aussi cette année particulièrement, enfin en tout cas initier ce travail que l'on espère de longue durée sur un échange avec les entreprises sur la prévention en santé. Vous avez déjà comme interlocuteur connu de vos services les préventeurs en risque professionnel de la CARSAT pour tout ce qui va être aide à la prévention des risques professionnels, accidents et maladies professionnelles. Mais on sait aussi que l'absentéisme en entreprise, ça concerne surtout des arrêts maladie et que vous pouvez être vecteur d'informations et de messages importants pour la santé de vos salariés. Donc, dans cet espace prévention, nous vous mettrons régulièrement, on va dire mensuellement à peu près, selon les grandes campagnes de prévention de l'assurance maladie, les grandes thématiques, ça va être les dépistages sur les cancers, ça va être la prévention par rapport aux lombalgies, mais pas forcément lombalgie d'origine professionnelle. Ça va être l'accompagnement sur les maladies chroniques. Donc, vous retrouvez dans l'espace prévention du portail employeur à la fois des petits messages d'information, puis également des supports que vous pouvez télécharger et diffuser dans vos entreprises sur vos panneaux d'affichage ou en affichage dynamique, parce qu'il y a aussi des vidéos qui sont parfois sur certaines thématiques proposées. Donc, on pense que c'est intéressant de pouvoir vous associer à ces messages de prévention. Lorsque vous avez une entreprise dont la structure ou la taille le permet, c'est peut-être un service type service médical ou une infirmière ou un infirmier que vous allez pouvoir confier ces missions-là. Pour les entreprises plus petites, eh bien, on va dire si vous avez une salle de café, n'hésitez pas à afficher les affiches que vous trouverez dans l'espace. C'est toujours intéressant et ça génère aussi des échanges entre salariés qui sont intéressants. Donc, nous comptons sur vous sur ces thématiques-là également. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas, donc je pense qu'on va clôturer. N'hésitez vraiment pas, grâce au portail employeur, vous avez le formulaire de contact, à solliciter un accompagnement si vous êtes encore soit en difficulté pratique pour faire des signalements ou si vous n'avez pas encore osé commencer, parce que là, vraiment, il devient urgent de le faire. Si vous l'estimez utile ou si vous le souhaitez, je n'hésiterai pas, moi ou ma collègue, à me déplacer dans vos entreprises pour pouvoir avoir un échange plus personnalisé sur vos besoins. Donc, nous sommes à votre disposition. Nous espérons avoir répondu à vos besoins, à vos attentes ce matin et nous vous disons à très bientôt sur un prochain webinaire ou événement puisque nous reprenons les événements en présentiel. Rendez-vous, si tout va bien, le 20 septembre à la Chambre des métiers pour le forum entreprise que nous partagerons avec nos autres collègues de la CARSAT, de l'URSSAF, du Pôle emploi. Mais vous pouvez noter la date dans vos agendas dès maintenant, c'est le 20 septembre, mais nous vous confirmerons tout cela tout au long de l'année. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.